Donc, je disais que nous allions donner la parole à André Ménage. Alors, André Ménage est vétérinaire, directeur d'Antidote Europe, comité scientifique pour une science responsable. André va nous parler, entre autres choses, des problématiques liées au développement des méthodes substitutives du fait du manque de financement de ces méthodes. Bon, pendant qu'on range le diaporama, j'avoue que je vais faire des fautes en français. Et ce n'est pas parce que je suis devenu anglophone à partir de l'âge de 6 ans, c'est parce que je suis belge. Et par rapport aux questions que vous avez eues avant, beaucoup de militants posent des questions qu'on leur pose actuellement dans des tenues de stand. Vous êtes vegan, mais vous prenez des antibiotiques qui ont été testés sur les animaux, vous êtes des hypocrites. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, mais je donne des formations justement aux militants pour leur donner un soutien scientifique et comment répondre aux 5 questions posées les plus populaires par le grand public, y compris ce qu'on a entendu aujourd'hui. Vous allez tout simplement sur YouTube, vous tapez André Ménage, et je crois que la première YouTube, c'est une formation que j'ai faite à Quimper pour les militants. Justement, comment répondre à ce genre de questions pour ne pas tomber dans des pièges, etc. Donc, ça c'est autre chose. Donc les Chinois disent qu'une image vaut 1000 mots, et en fait, ça c'est toute ma conférence. Donc si on donne un médicament ou une substance chimique à ces 5 espèces différentes d'animaux, on va voir une telle et telle réponse chez chaque espèce. On n'aura aucune idée comment va réagir l'homme ou la femme. Donc faisons la distinction entre les tests sur les animaux requis par la réglementation et la recherche fondamentale. Donc, selon l'Union européenne, si on regarde cette image-là, globalement, les tests requis pour la réglementation, c'est ceux-là, environ 11%, plus toxicologie, 9%, ça fait à peu près 20%. Globalement, les tests requis par la réglementation qui exige l'utilisation des animaux représentent environ 20%. Ensuite, Lucille. Alors, existe-t-il des méthodes alternatives pour ces tests de toxicologie, pour contrôle de qualité, etc. Alors la réponse est oui, mais il y a plusieurs obstacles. Donc la première, il faut passer par cette institution de l'Union européenne, de la Commission européenne, qui s'appelle le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives, qui est une institution qui n'a pas suffisamment de fonds. D'ailleurs, un de ses anciens directeurs a démissionné justement parce qu'il n'avait pas les moyens de faire avancer les méthodes substitutives. Encore pire, même quand on trouve une méthode performante, substitutive, qui a été validée, qui a été reconnue par les gouvernements de l'Union européenne, ils ne sont pas appliqués. Et j'ai eu l'expérience face à la Commission européenne liée à l'initiative citoyenne européenne qui s'appelle Stop Vivisection. Et j'avais en face de moi tous les commissariats de la Commission européenne qui m'ont dit ce n'est pas notre tâche d'appliquer les méthodes substitutives. Ce n'est pas à nous à le faire. On fait confiance à l'industrie. Quand il existe une méthode substitutive, on fait confiance à eux de l'appliquer. Et bien sûr, un manque de fonds. Donc il y a un manque de fonds, même au niveau de cette institution européenne qui doit valider les méthodes substitutives. Donc, on a parlé de tests requis par la réglementation qui correspond globalement à 20% du total. Ici, vous avez la recherche fondamentale, donc 46%, mais on pourrait bien sûr rajouter cette partie-là parce qu'il y a également de la recherche fondamentale dans cette catégorie-là. Donc si on ajoute 46%, c'est presque 50% et 20%, nous arrivons à 70%.
Donc 70% et 20%, c'est presque la totalité des expériences sur les animaux dans l'Union européenne. Donc je veux que vous appréciez que la recherche fondamentale, c'est vraiment une très grande partie de l'expérimentation animale. La suivante, s'il vous plaît. OK, ça marche. Donc la recherche fondamentale, voilà sa définition. Je vous laisse lire. Alors bien sûr, les chercheurs vont dire oui, mais ce que nous faisons, ce n'est pas ça, ce n'est pas la recherche fondamentale pure. Nous faisons de la recherche fondamentale appliquée ou directionnelle. Il y a 1001 définitions de recherche fondamentale. La suivante, s'il vous plaît. Donc, globalement, ce qu'on a vu, c'est que 46% et peut-être ça va jusque 70% de toutes les expériences dans l'Union européenne concernent la recherche fondamentale, la curiosité scientifique, si vous voulez. 80 à 90% de toutes les études universitaires sont la recherche fondamentale. Donc presque toutes les études universitaires, les chercheurs dans les universités, presque tout ce qu'ils pratiquent, c'est dans le cadre de la recherche fondamentale. Même s'ils disent que ce n'est pas tout à fait la recherche fondamentale, c'est quasi appliqué, c'est moitié appliqué, moitié fondamentale. 80% de la recherche fondamentale utilisant les animaux est non reproductible. Qu'est-ce que ça veut dire non reproductible? Ça veut dire que si une autre équipe utilisant les mêmes animaux, les mêmes souches d'animaux, dans les mêmes conditions, font les mêmes expériences, ils n'arrivent pas à reproduire les mêmes résultats. Et parfois, la même équipe, en utilisant leurs animaux dans leurs conditions de labo, etc., n'arrive pas à obtenir les mêmes résultats. Et ça peut être tout simplement parce que si on fait l'expérience lundi ou le jeudi, il y a des différences différentes parce que le technicien qui manipule les animaux, eh bien le lundi, peut-être il a bu trop le week-end, il fait moins bien que le mercredi ou le jeudi. Donc, si un homme ou une femme font la même expérience, on peut avoir des différents résultats. Un homme et une femme. Donc 80%, et c'est les chercheurs eux-mêmes qui l'avouent. Il y a même des groupes de travail de chercheurs utilisant les animaux qui essayent d'améliorer leurs résultats parce qu'ils sont un peu vexés. Et si le grand public le savent, à mon avis, il y aura une révolution. Et donc, justement, en 2006, la Commission européenne a publié un très grand sondage concernant l'opinion publique par rapport à la recherche fondamentale. Donc, êtes-vous d'accord, les citoyens européens, les contribuables, êtes-vous d'accord de subventionner la recherche fondamentale? Eh bien, 68% ont dit non. Ça, c'est l'opinion publique. Et ça nous donne une idée de notre pouvoir en tant que boycotteur, consommateur, tout ce que vous voulez. Donc c'est très très important de traduire cette opinion publique en action politique. Suivant, s'il vous plaît. Alors ça va peut-être vous choquer. Existe-t-il des méthodes alternatives à la recherche fondamentale? Eh bien, quasiment non. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait partie d'une ou deux commissions d'éthique et actuellement je fais partie d'une commission déontologique gouvernementale en Belgique. Et donc, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on pose la question aux chercheurs, mais pourquoi vous n'utilisez pas des cellules humaines en culture? Le chercheur va dire, écoutez, je veux savoir comment réagit un système vivant complexe entier à telle ou telle molécule. Je ne peux pas le faire utilisant des cellules humaines en culture. Ou même le meilleur modèle que vous m'apportez in vitro, in silico, n'est pas assez performant, il n'a pas été validé, ça coûte trop cher. Et c'est beaucoup plus facile, croyez-moi, d'obtenir une autorisation pour commander 100 rats ou 100 souris ou 1000 souris que de commencer à obtenir une autorisation pour obtenir des tissus, des déchets chirurgicaux,
des déchets chirurgicaux qui vont être incinérés, c'est plus difficile d'obtenir une autorisation pour obtenir des déchets humains que 100 souris ou 1000 souris. Bien sûr, un manque de fonds. Alors souvent, les chercheurs qui utilisent les animaux nous critiquent, nous, les militants, en disant, eh bien, vos méthodes substitutives, ils ne sont pas très performants. Hein. Eh bien, c'est évident que si, sur chaque euro qu'on dépense dans la recherche, si 98% ou 98 centimes sur chaque euro va pour la recherche animale et que 2% est dépensé ou donné au développement des méthodes substitutives, et bien sûr que les choses ne vont pas avancer à cette allure-là. Et nous avons la problématique de la directive actuelle pour la protection des animaux de laboratoire pour les procédures scientifiques. Donc les fameux 3 R. Les 3 R, c'est le raffinement, la réduction et le remplacement des animaux. Donc raffinement, c'est faire souffrir l'animal moins. La réduction, c'est utiliser moins d'animaux. Et le remplacement, c'est quasiment remplacer l'animal. Mais vous ne trouverez pas dans la directive la question de la validité du modèle animal. Donc le chercheur qui cherche des fonds ou qui veut faire une expérience sur les animaux, il n'est pas obligé ou il n'est pas requis de prouver que son modèle animal est prédictif ou valable pour la maladie humaine qu'il est en train d'étudier. Et je peux vous dire, en tant que membre d'une commission d'éthique, c'est très très frustrant de ne pas justement pouvoir arrêter cette étude sur les animaux parce que le chercheur va dire, écoute, j'ai rempli tous les critères. Hein. Raffinement, j'utilise des produits antidouloureux. Réduction, au lieu de 120 rats, je vais utiliser 100 rats parce que c'est quand même, ça correspond à mes besoins. Et remplacement, eh bien, vous savez quoi, il n'y a pas de remplacement pour cette étude chez le rat parce que je veux justement étudier le système immunitaire ou le cancer dans un organisme vivant, entier, complexe. Et je ne peux pas le faire dans les cellules humaines, en culture. Et donc là, on est bloqué, complètement bloqué, et c'est pourquoi je dis qu'il n'y a quasiment pas de remplacement dans la recherche fondamentale. Et puis les commissions d'éthique sont bloquées, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. On est bloqué, d'abord on est minoritaire. D'abord on est minoritaire. Et même si on n'était pas minoritaire, les chercheurs ont tous les atouts. Parce qu'ils disent, je ne peux pas remplacer mon rat avec des cellules humaines en culture. La suivante, s'il vous plaît. Alors voici 2 exemples de recherche fondamentale. Donc, d'abord, puisqu'il s'agit de recherche fondamentale, eh bien, statistiquement, pour ce genre d'études, on aurait pu utiliser 5-10 primates, mais apparemment, ces chercheurs ont tant de primates qu'ils ne se privent pas. Donc, 23 primates là, et dans la deuxième, 31 primates. Alors, ça, ce sont des exemples les plus doux que j'ai pu trouver. Je ne vais pas vous montrer des choses beaucoup plus choquantes. Et quand je dis choquant, c'est justement choquant. Des chocs électriques, par exemple, qu'on donne aux souris, aux animaux, pour tester des médicaments antidépressifs, etc. Mais je vous pose la question, en tant que contribuable, êtes-vous content de subventionner ce genre de recherche avec vos impôts? À mon avis, est-ce que vous pouvez lever vos mains, ceux qui ne pensent pas, ceux qui sont contre subventionner ce genre d'études avec vos impôts? Est-ce que vous pouvez soulever la main? Alors, c'est presque 100%. Et donc, il faut traduire cette prise de conscience en action politique. Parce que justement, le grand public, d'abord, ne sait pas ce que c'est la recherche fondamentale, d'abord. Et si on lui dit, c'est la curiosité scientifique, ah ben, ok. Et en plus, on vous dit,
et on utilise vos impôts pour subventionner ce genre de choses. Et ce genre de choses, ce sont les mêmes équipes de chercheurs qui font ce travail pendant 20, 30 ans. Ils ont fait toute leur carrière là-dessus, mais toute leur carrière. La suivante. Alors, on va vous dire, les chercheurs vont vous dire que c'est grâce justement à la recherche fondamentale qu'on arrive à faire des découvertes formidables, qu'on va sauver l'humanité, qu'on va guérir votre grand-mère de son cancer. Et donc justement, si on pose la question, mais est-ce que la recherche fondamentale est vraiment efficace? Alors, il existe très peu d'études scientifiques, des revues de synthèse, qui ont mis justement en question ou qui ont mis en cause l'efficacité de la recherche fondamentale. Eh bien là, vous avez une très très bonne étude, une revue de synthèse scientifique approfondie par des chercheurs connus et reconnus, qui nous donne l'exemple sur 25 000 articles en recherche fondamentale qui prétendent découvrir quelque chose, apporter quelque chose à la médecine humaine. Eh bien, mesdames, messieurs, un taux de succès de 0,004%, ce n'est pas très impressionnant. Ce n'est pas très impressionnant. Alors, les chercheurs qui me disent « oui, mais », je leur réponds « eh bien, apportez-moi vos preuves ». Parce que maintenant, je parle en tant que scientifique. En tant que scientifique, on n'accepte pas les anecdotes. On accepte les preuves scientifiques. Eh bien, moi, je vous donne des preuves scientifiques et j'apporte aux scientifiques des preuves scientifiques. Et en retour, je voudrais voir leurs preuves scientifiques. Et là, on va gagner. Je dirais, là, on a déjà gagné. Le problème, c'est la communication. Comment communiquer ce que vous avez entendu ce matin, cet après-midi, en 5 minutes à la radio, à la télévision, ou si vous avez l'occasion d'obtenir un entretien chez un député, il va vous dire « je suis très occupé, j'ai 10 minutes pour vous ». Eh bien, en 10 minutes, c'est pas facile de... Et puis, la plupart, presque aucun député a une formation scientifique. Ce que ces gens comprennent, c'est l'économie. Si vous pouvez expliquer combien ça nous coûte à nous, notre santé, à l'environnement, tous les dégâts, à cause des tests sur les animaux, à cause des résultats obtenus sur les tests sur les animaux, alors peut-être là, ils commenceront à comprendre. Alors justement, ça répond à vos questions. Comment faire? Alors, il faut absolument informer le grand public, nos députés, nos élus, par tout moyen possible. Donc, manifestations, initiatives. Alors, achetez absolument le livre de Audrey, parce qu'il est très, très, très puissant. Et Audrey est très modeste. Elle n'a pas parlé de son livre, parce qu'elle aurait dû parler plus de son livre, mais vous allez l'acheter. Vous allez lire vous-même. André, on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour passer aux questions-réponses, parce qu'on est très en retard, merci. OK. Donc, voilà, ça c'est... De nouveau, une image vaut 1000 mots. Je crois que les chercheurs vont bientôt être emportés par un tsunami d'opinion publique qui va les balayer. Il y a donc à nous à faire la différence. Merci beaucoup. Merci André. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Bonjour, vous avez parlé de la directive des 3 R. Est-ce que l'hypocrisie est telle qu'il y a des réglementations sur par exemple la taille des cages ou les conditions de vie, de bien-être des animaux en laboratoire? Répétez votre question, s'il vous plaît. Le R, le raffinement. Oui. Donc dans cette directive, est-ce qu'il y a des réglementations sur le bien-être des animaux en laboratoire? Oui, la directive ne parle que du bien-être de l'animal et dit qu'il ne faut pas utiliser un animal s'il existe une méthode substitutive qu'on n'applique pas. Il ne faut pas utiliser un animal sauf dans les cas suivants, sauf dans les dérogations suivantes. A, B, C, D, E, et ça continue, ça continue. Donc, en fait, c'est chèque en blanc. C'est tout à fait chèque en blanc. C'est une insulte à notre intelligence.
ceux parmi vous qui connaissent ces directives, c'est du n'importe quoi. Et ils sont en train, la Commission européenne est en train de faire la révision de cette directive. Et ça ne va pas être mieux. Ça ne va pas être mieux parce que ce sont les mêmes personnes qui sont en train de faire la révision. Et donc, ils disent, oui, il nous faut encore 4 années pour voir vraiment si cette directive est efficace, si elle a fait son travail. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et aussitôt que... Donc, aujourd'hui, vous êtes plus informés qu'avant, j'espère, qu'auparavant. Mais plus les gens seront au courant de ce qui se passe et plus les députés seront munis des informations, plus vite ce tsunami va arriver. Parce que sur le plan scientifique, nous avons déjà gagné la partie. Ça, aucun doute, parce que les chercheurs, ils adorent un débat superficiel. Parce que si on a chacun 5 minutes à la radio ou à la télévision, le chercheur va dire en 5 minutes, grâce aux expériences sur les animaux, nous avons les antibiotiques, des vaccins, transplantation de cœur, insuline. Il a fait son boulot. Moi, en 5 minutes, je ne peux pas tout défaire. Impossible de défaire tout cela. Mais tant que ce débat reste superficiel, les chercheurs vont gagner et l'expérimentation animale va continuer. Et donc, c'est à nous d'abord demander un débat scientifique approfondi, d'abord. Ça, c'est la première chose. Et ça, croyez-moi, c'est pas du tout évident, parce que les scientifiques ne cherchent pas un débat scientifique approfondi pour apporter des preuves comme les exemples que je vous ai donnés. Donc, c'est surtout l'opinion publique qui va changer les choses, surtout l'opinion publique. Et donc, désolé, je rebondis, ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle sur les animaux, sur leurs conditions de vie, sur leur traitement. Dans les laboratoires, il n'y a pas un comité qui va venir, un inspecteur Si, il y a des inspecteurs, mais pas les week-ends. Hein. Donc, si un animal est en train de souffrir la nuit ou le week-end, pas de chance. Et même, parce que moi, en tant que vétérinaire et en tant que membre d'une commission d'éthique en Suisse, j'avais une carte qui me permettait d'entrer dans n'importe quel laboratoire du canton de Genève, à n'importe quand, sans préavis. Mais qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir des animaux dans des cages. Je vais voir des chercheurs qui sont en train de faire des manipulations. Je ne vais pas voir quelqu'un qui est en train de jeter un singe contre le mur. Ça, je ne vais pas voir. Je ne vais pas voir ça. Donc, même si on a ces contrôles, ces inspections, ça ne va pas donner grand-chose. Moi, je ne mets pas en question la souffrance animale. Ça, c'est évident. Je mets en question l'efficacité de l'expérimentation animale. Et puisque, en tant que vétérinaire, je ne vais jamais tester un médicament destiné sur les chevaux, sur les perroquets, pourquoi est-ce qu'on est en train de tester nos médicaments sur des rats? Nous ne sommes pas des rats de 70 kilos. Je voulais juste rajouter à propos justement de la directive, il faut savoir par exemple dans cette directive que l'anesthésie n'est pas obligatoire. Si l'anesthésie n'est pas obligatoire, c'est pour une bonne raison, c'est parce que la recherche fondamentale qui est conduite sur la douleur ne peut pas se faire avec de l'anesthésie. Donc, il faut aussi extrêmement modérer. Et quant à votre question sur les conditions, par exemple, les primates que moi j'ai vus, quand ils travaillaient, ils pouvaient travailler sous la contrainte, et ils travaillaient aussi à la récompense. La récompense, c'était de l'eau, parce qu'ils n'avaient pas d'eau dans leur... Voilà, donc ça, c'est des conditions très concrètes, en fait. Donc, on comprend qu'il faut quand même avoir suffisamment soif pour que la récompense soit de l'eau. Voilà. Donc, il y a aussi, et ça, c'est du cas par cas, en fait. Vraiment. Oui, bonjour, je suis Fabienne Roumet, je suis responsable de la commission conditions animales à ELV. Je suis un peu surprise par votre intervention où on a l'impression, alors je me trompe peut-être, je ne comprends peut-être pas très précisément, que c'est une charge contre la recherche fondamentale. Or, la recherche fondamentale, je n'ai pas forcément d'a priori, mais c'est aussi la recherche pour essayer de savoir ce qui se passe dans les galaxies, les trous noirs, etc. Ça aussi, c'est de la recherche fondamentale. Alors, je suppose que, là, on parle du vivant, et moi, je pensais quelque chose qui était plus axé, non pas contre la recherche fondamentale, mais contre l'expérimentation animale, point bas, et viser à supprimer l'expérimentation animale, d'ailleurs, dans tous les secteurs. Si je reprends l'exemple que vous avez donné sur la privation de sommeil pour voir les effets sur les connaissances, etc., c'est intéressant comme recherche. Mais il suffit tout simplement de voir avec les enseignants
Moi, j'ai enseigné pendant quelques années. Je vous garantis que les résultats, on les donnera sur l'étude d'une classe, hein, en fonction des enfants qui sont couchés tard ou qui regardaient la télévision jusqu'à 11h et puis qu'ils ont dû se lever le lendemain matin. Je veux dire, il y a une façon de travailler, il y a une façon d'envisager les choses. Donc j'aimerais savoir pourquoi c'est si axé sur la recherche fondamentale. C'est ça qui m'a surpris dans votre discours. D'accord. L'article sur les 25 000 articles, c'était par rapport aux essais cliniques, la recherche fondamentale qui vise une application clinique. D'abord, donc c'est pas l'astronomie, hein. C'est une application clinique. J'aurais dû peut-être préciser, je m'excuse. Mais même dans la recherche fondamentale, il faut demander à la société, êtes-vous d'accord de subventionner ce genre de recherche? Nous ne sommes pas des idiots. Le grand public n'est pas bête. Et c'est eux qui subventionnent cette recherche. Donc je crois que la moindre chose démocratique, c'est de demander au grand public, on va faire ça, êtes-vous d'accord? On va créer ça, on va faire ça aux animaux pour pouvoir découvrir un traitement pour le cancer, bien que nous savons très bien qu'aucune espèce animale est un modèle biologique fiable pour une autre. Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne utilisation de vos impôts? Donc je pense qu'il faut plus partager le but de la recherche fondamentale avec le grand public. Je crois que c'est un minimum, parce que c'est eux qui les subventionnent. Oui. Oui, je voulais revenir sur la validation des méthodes alternatives. Vous avez parlé de l'ECVAM. Donc, en fait, l'ECVAM est chargé de la validation dans le cadre des tests réglementaires, enfin des méthodes qui sont utilisées pour les tests réglementaires. Et je voulais savoir si vous pourriez, de manière assez succincte, expliquer, par exemple, si moi, demain, je découvre une méthode et puis que je voudrais la faire valider par l'ECVAM, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de la manière dont ça se passe dans le processus, en fait? Le temps qu'il va me falloir, déjà, est-ce qu'il va falloir que j'attende longtemps pour que ma méthode soit éventuellement utilisable ou diffusable. Et voilà. Vous allez peut-être entendre ça de ProAnima. Je vais dire très très brièvement que ça peut durer en moyenne jusqu'à 7 ans. Et si c'est le cas, donc une méthode soumise aujourd'hui va être déjà dépassée en 3-4 ans, même pas en 7 ans, parce que la technologie avance tellement vite. Heureusement qu'il y a d'autres moyens de faire valider, donc qui vont plus vite, mais ce n'est pas évident, pas tous les chercheurs sont au courant, etc. Mais il faut absolument raccourcir ces 7 années, c'est impossible, c'est ridicule. Une toute dernière question. Alors, la question est, vous avez critiqué la recherche fondamentale pour les applications cliniques. Donc les études qui visent à montrer le fonctionnement d'un organisme, comme il est modifié par exemple en présence d'une maladie. Alors, même si très peu de ces études sont utiles, vous avez dit 0,04%. 0,04%. Oui, pour arriver à une application clinique, par exemple dans la médecine, hein. C'est quoi l'alternative si on ne part pas de ces 25 000 études? Alors l'alternative, c'est d'étudier l'espèce en question. Donc, si on veut guérir les gens, il faut étudier les tissus humains, l'ADN humain, les puces humaines, etc. Donc, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui d'étudier, de faire avancer les choses sans faire mal à personne. Donc d'abord, il faut étudier l'espèce en question. Ça, c'est basique. N'importe qui a étudié l'évolution de la biologie sait très bien que, bien que nous partageons 98% de notre ADN avec un chimpanzé, le modèle le plus proche de l'homme. Le chimpanzé est immunisé contre le sida, l'hépatite, le paludisme, etc. Donc, notre meilleur modèle animal n'est pas un bon modèle, n'est pas un modèle fiable pour nous. Et même parmi nous, nous avons des différences fonctionnement du foie. Si je donne un whisky maintenant à tout le monde ici, une partie vont tomber par terre, une autre partie vont demander un deuxième verre. Donc nous entre nous-mêmes, et heureusement que la médecine reconnaît ça et pratique la médecine personnalisée de plus en plus et s'éloigne du modèle animal. Mais il faut utiliser la toxicogénomique, la pharmacogénomique, tout ce qui s'applique au génome humain et pas à l'animal, sans faire mal. Donc des méthodes non invasives, l'épidémiologie
etc., etc. Il y a beaucoup de façons de le faire. Vous avez sur l'Internet tout ce que vous voulez. Hein. C'est une question de se débarrasser d'une vieille habitude qui appartient au 19e siècle, à l'époque de Claude Bernard. C'est fini ça, c'est dépassé, c'est du vieux. Il faut avancer. Merci. Alors, une dernière question, monsieur là-bas. Oui, bonjour. Avez-vous pensé à contacter certains journalistes qui font de très bonnes émissions spéciales? Je pense en particulier à ma journaliste préférée qui fait des très bonnes émissions. C'est Madame Élise Lucet, qui serait peut-être bien d'accord pour vous recevoir sur une chaîne française dans une bonne heure d'écoute. C'est une suggestion, voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole tout de suite à Christiane Lopi et Christophe Furger. S'il n'y a pas d'autres, on ne prend pas d'autres questions parce qu'on n'est pas en avance. Merci beaucoup.